Salut tout le monde. Aujourd'hui, j'aimerais vous parler d'une série qui me tient pas mal à cœur et sur laquelle je pense qu'il y a beaucoup de choses à dire. Il s'agit de l'Attaque des Titans. L'Attaque des Titans, de son nom original Shingeki no Kyojin, est un manga écrit et dessiné par Hajime Isayama et publié en France par Pika Éditions depuis 2013. Il a été adapté en série animée, produite par Wit Studio pour les saisons 1 à 3, puis par MAPPA pour la 4e et dernière saison. La diffusion de l'anime a commencé en 2013 et elle devrait normalement se terminer à l'hiver 2022, la première moitié de la saison 4 ayant été diffusée de décembre 2020 à mars 2021. Ce manga a été non seulement un succès critique, mais aussi un succès commercial à l'échelle mondiale, ce qui a été notamment permis par la qualité de son adaptation en série animée. Il y aurait beaucoup de choses à dire à ce propos, mais si je devais résumer, je pense que ça tient principalement à la tension que la série crée chez le spectateur, à la beauté de l'animation et à la profondeur des thèmes qu'elle aborde. Mais l'Attaque des Titans, c'est aussi un manga très politique, et si certains ont pu en douter jusqu'à récemment, les saisons 3 et 4 de la série animée auront mis tout le monde d'accord. On a pu se rendre compte que lorsque la série parlait de guerre et de pouvoir, ce n'était pas qu'une métaphore pour parler de cheminement personnel, enfin pas que. Et parmi les questions politiques abordées par la série, il y en a une qui a clairement émergé depuis la fin de la saison 3, il s'agit de la question du fascisme. Ça s'est ressenti à la fois dans les références historiques de la série, mais aussi dans les thèmes abordés au cours de la dernière saison, comme par exemple le populisme, le nationalisme et la propagande. En fait, quelque chose qui a pu échapper à pas mal de personnes, c'est que la série traite de politique depuis le premier épisode de la première saison. Si les saisons 3 et 4 ont permis de rendre les choses plus explicites, elles n'en étaient pas moins là depuis le début. C'est ce que j'aimerais qu'on explore dans cette vidéo, la vision du monde développée par les premières saisons de l'Attaque des Titans. Pris un par un, les thèmes brassés par la série ont des choses à nous dire, mais ne pourrait-on pas dégager une cohérence politique de ces thèmes pris ensemble ? Comme cela a été relevé par de nombreux commentateurs, les saisons 3 et 4 apportent énormément de nuances par rapport à ce qui est développé dans les saisons 1 et 2. Je vous propose donc dans cette première vidéo de commencer par établir la vision du monde développée par les deux premières saisons de l'Attaque des Titans, de manière à pouvoir comprendre ce que les saisons 3 et 4 leur apportent. L'interprétation que je compte exposer ici est la mienne, et je ne prétends pas qu'elle soit la seule possible. J'espère juste pouvoir apporter des éléments de réflexion sur ce que nous dit l'histoire de l'Attaque des Titans. Pour les besoins de cette vidéo, et malgré les différences qui peuvent exister, j'ai fait le choix de privilégier la série sur le manga. Et pour limiter les risques de spoiler, j'indiquerai au début de chaque partie les épisodes qu'elle traite. Si vous souhaitez voir la série prochainement et que vous êtes sensible aux spoilers, je vous encourage vivement à ne pas regarder cette vidéo tout de suite. Les retournements de situation constituent un élément central de l'histoire, et ce serait dommage de vous en priver. Pour les autres, c'est parti. L'une des forces de l'Attaque des Titans est que son histoire part d'une situation initiale assez simple. On apprend au cours du premier épisode de la saison 1 qu'il y a 100 ans de cela, une espèce de créature humanoïde géante qu'on appelle Titan est apparue et a massacré une bonne partie de la population humaine. On ne sait pas d'où ils viennent ni même qui ils sont, mais le résultat de cet événement a été que les derniers survivants de l'humanité se sont repliés derrière une série de murs de plus de 50 mètres de haut. Le mur Maria, le mur Rose et le mur Sina. Ces murs ont permis à l'humanité de vivre en paix depuis plus de 100 ans, et les seules victimes des titans ont été les personnes qui se sont aventurées hors de l'enceinte des murs. La société qui s'y est formée est de type monarchique, et elle s'avère plutôt conservatrice. Parmi les personnages qu'on découvre dans ce premier épisode se trouvent Eren, Mikasa et Armin, 3 enfants qui habitent le district de Shiganshina, au contact direct du territoire des titans. Il y a beau ne pas avoir eu une seule incursion des titans au sein des murs depuis 100 ans, ça n'empêche pas Eren et Armin de redouter le pire. C'est en se croyant en sécurité qu'on s'expose au plus grand danger, pense-t-il. Ils rêvent l'un et l'autre de découvrir le monde, et Eren considère qu'il y a quelque chose de profondément honteux pour l'humanité à se tenir à l'abri des murs. C'est vrai qu'à l'abri dans l'enceinte des murs, on est protégé. Alors on mange, on dort, oui, mais moi c'est pas ce que j'appelle une vie. On est tous parqués ici comme du bétail. Mikasa et la mère d'Eren, de leur côté, ne partagent pas cet avis, et elle s'inquiète pour Eren, car il aspire à rejoindre le bataillon d'exploration, l'un des corps d'armée de l'humanité dont l'activité se passe hors des murs. Très tôt, la série nous donne à voir les risques qu'il y a à s'aventurer sur le territoire des Titans. On assiste dans ce premier épisode au retour du bataillon d'exploration à Shiganshina, après une expédition particulièrement meurtrière. De nombreux soldats ont été dévorés par les titans, et comme l'explique un officier, leur mort aura été vaine. Mais malgré ce retour brutal à la réalité, la suite de l'histoire donnera largement raison à Eren et Armin.
Le premier épisode se conclut par l'attaque du district de Shiganshina par un titan de plus de 60 mètres. Ce dernier détruit les portes du district, ce qui ouvre la voie à une horde de titans. On assiste alors à une scène de chaos et de massacre, au cours de laquelle la mère d'Eren meurt dévorée par un titan sous le regard impuissant de son fils. Armin, Mikasa et Eren deviennent des réfugiés, et le territoire occupé par les humains ne se réduit pas seulement du district de Shiganshina, mais également de tout l'espace situé entre le mur Maria et le mur Rose, au sein duquel les titans pénètrent. Cet événement est une catastrophe pour l'humanité et un traumatisme pour nos personnages. Les pertes humaines causées par cette brèche sont particulièrement lourdes, et c'est la douleur causée par la perte de sa mère qui va pousser Eren à vouloir rejoindre l'armée pour éradiquer les titans. Je vais exterminer tous les titans. Tous jusqu'au dernier. J'en fais le serment. Mais arrivé à ce stade, l'histoire nous dit aussi quelque chose à nous spectateurs. Tant qu'une menace existe quelque part, on n'est jamais vraiment libre. La seule vraie liberté se trouve dans le combat et dans le refus de la lâcheté. Il s'agit pour l'humanité de retrouver la dignité qu'elle a perdue il y a 100 ans en se laissant piéger entre les murs. C'est une conception assez précise de la liberté, et Eren aurait pu s'inquiéter pour d'autres formes de liberté pouvant être jugées comme plus importantes. La liberté des citoyens face au pouvoir royal, ou la liberté des travailleurs face aux possédants, par exemple. Mais ça n'en reste pas moins une conception de la liberté plutôt cohérente, et qu'on peut facilement interpréter, d'un point de vue personnel, comme une affirmation face à l'adversité. C'est un thème récurrent de l'attaque des titans, symbolisé par les ailes de la liberté du bataillon d'exploration. Et c'est justement pour rejoindre le bataillon qu'Eren décide d'intégrer l'armée, suivi par Mikasa et Armin, ce qui nous amène à la séquence suivante, celle de l'entraînement. Deux ans passent, au terme desquels Eren, Mikasa et Armin s'enrôlent dans l'armée. Il va s'en suivre 3 ans de formation au sein de la 104e brigade d'entraînement, placée sous le commandement du chef instructeur Kit Chardiz. À l'issue de cette période, celles et ceux qui ont passé les tests auront la possibilité d'intégrer l'un des 3 corps d'armée. La garnison, chargée de la protection des murs, les brigades spéciales, police militaire au service du roi Fritz, et le bataillon d'exploration, qui organise des expéditions hors des murs, dans le but de repousser les titans. On remarque dès la première scène d'entraînement le clin d'œil fait à Full Metal Jacket, film culte réalisé par Stanley Kubrick et sorti en 1987 qui traite du caractère absurde de la guerre. Le film commence par une séquence consacrée à l'entraînement des Marines, et on ne peut que remarquer les proximités qui existent entre le sergent Hartman, principal antagoniste de cette séquence, et le chef instructeur Kit Chardiz. Mais il y a quand même une différence fondamentale entre ces deux personnages. C'est que là où le sergent Hartman est caractérisé comme un homme brutal et grossier, dont les méthodes mènent à sa propre mort, ce n'est pas le cas de Chardiz, auquel la série prête un regard plutôt bienveillant. On apprendra plus tard certaines choses sur le chef instructeur, mais rien qui pourrait remettre en cause ses méthodes. Au cours de cette première scène d'entraînement, on voit même passer un officier qui explique que les violences infligées par Chardiz aux recrues servent l'initiation. Elles ont pour but de les faire repartir de zéro pour en faire des soldats compétents. Depuis qu'il a appris que c'est parce qu'il était trop faible qu'il n'a pas pu sauver sa mère, Eren est obsédé par une chose. Il doit devenir assez puissant pour participer à la riposte de l'humanité contre les titans. Cette séquence va donc être l'occasion pour lui de se dépasser, et pour y parvenir, il a quelque chose que les autres n'ont pas, la force de sa volonté. L'inégalité entre les forts et les faibles apparaît alors comme quelque chose d'assez admis pour les personnages, qui participent du fonctionnement même du monde. C'est la vie. Les faibles n'ont pas d'autre choix que de partir. C'est assez classique pour les histoires centrées sur le cheminement d'un héros qu'une difficulté rencontrée sur son parcours l'amène à développer son empathie et à reconsidérer le mépris qu'il peut avoir vis-à-vis des faibles. C'est ce qui aurait pu se passer au cours de l'entraînement, lorsqu'Eren échoue à maîtriser une manœuvre pendant les tests. Seulement, on apprend le jour de l'examen qu'il était en difficulté à cause d'un défaut de son équipement, et qu'il a malgré tout su compenser pendant un laps de temps, ce qui rend ses performances spectaculaires. Eren ne tire aucune leçon de ce passage, et se retrouve même conforté dans l'idée qu'il fait partie des forts. Cette vision du monde qui oppose les forts et les faibles est partagée par l'ensemble des personnages, et on la retrouve même chez Armin, qui est considéré comme le personnage principal le plus faible. Pendant l'entraînement, il rejette l'aide de ses camarades car il refuse d'être un poids, et si la série cherchera à développer l'idée selon laquelle il aurait en fait ses propres forces,
d'ordre intellectuel, elles ne sont jamais conçues que comme un autre moyen de se distinguer de la masse des faibles. Quand Armin se fait embrouiller par d'autres enfants dans le premier épisode, il explique que c'est parce qu'il les dominait intellectuellement qu'ils en sont arrivés à le frapper. On en revient encore et toujours au même schéma. Il y a des forts et des faibles. C'est d'ailleurs quelque chose qui se ressent dans le cadrage même du récit. À l'issue de la formation, on se rend compte que la quasi-totalité des personnages qu'on sera amené à suivre sont classés dans le top 10 de la 104e brigade d'entraînement, qui compte pourtant 218 soldats. On me dira sans doute que c'est logique que dans une histoire dans laquelle énormément de personnages sont amenés à se battre, on se concentre sur les meilleurs d'entre eux qui sont les plus à même de survivre. Et encore une fois, il serait sans doute possible d'interpréter cet aspect d'un point de vue plus personnel, comme un encouragement à se dépasser. Seulement, c'est bien l'histoire qui a fait le choix de se centrer sur les combats, et il est possible de critiquer ce choix pour ce qu'il nous amène à voir et à ne pas voir du monde. Par contre, c'est vrai qu'on peut difficilement accuser l'attaque des Titans d'être incohérente. Si la distinction entre les forts et les faibles a une telle importance, c'est aussi parce que le monde dans lequel elle prend place l'impose. C'est une réalité qui éclate au visage des personnages dès que vient la première bataille, le monde est cruel. Au terme de 3 ans de mise à l'épreuve, la formation militaire touche finalement à son terme. Les recrues de la 104e brigade d'entraînement sont prêtes à l'action, et en attendant d'être affectées au corps d'armée de leur choix, elles se retrouvent mobilisées sur le district de Trost, pour assister à la garnison locale. Seulement, tout ne se passe pas comme prévu. Soudain, alors qu'il était pris d'un élan d'optimisme, Eren voit apparaître le Titan colossal, celui qui a saccagé le district de Shiganshina il y a 5 ans de cela, pile sous ses yeux. Avant qu'il ait pu réagir, le Titan détruit les portes du district, et alors qu'Eren s'est lancé pour le tuer, il disparaît comme il est apparu. Après un moment de désorientation, les soldats de la 104e brigade sont finalement déployés aux côtés de la garnison. Eren et Armin sont envoyés vers le centre, tandis que Mikasa reçoit l'ordre de rester à l'arrière. Très vite, le combat s'engage, et très vite, une bonne partie de l'escouade d'Eren et Armin meurt dévorée par les Titans. Les combats se poursuivent, puis, dans un geste héroïque pour sauver Armin, Eren meurt à son tour, dévoré par un titan. C'est un véritable choc pour les personnages. Cela réveille en eux une conviction, un regard sur le monde que la série n'aura de cesse de nous répéter par la suite, le monde est cruel. Eren, Armin et Mikasa vivent dans un monde où les forts malmènent les faibles et où l'atrocité constitue la norme. Un monde dans lequel il faut se battre pour avancer, sans quoi on finit écrasé. Alors évidemment, je le vois venir. Vous allez être beaucoup à me dire que c'est pas seulement vrai dans leur monde, mais aussi dans le nôtre. Et c'est clair que ça n'aura échappé à personne que notre monde est rempli d'atrocités, qui sont pour beaucoup causées par des rapports de pouvoir. Pour faire le lien avec la partie précédente, inégalité et conflit sont profondément liés. En fait, je ne cherche pas à vous montrer que la cruauté n'existe pas. Par contre, ce dont je suis convaincu, c'est qu'elle ne constitue pas l'essence du monde. Quand on dit que le monde est cruel, il n'est pas juste question de dire si la cruauté existe ou pas, mais il s'agit d'un regard porté sur la nature humaine. Ça signifie que l'homme serait par nature mauvais. Le problème avec cette vision, c'est qu'elle peut facilement pousser au pessimisme et à l'inaction. Le premier réflexe de Mikasa et d'Armin lorsqu'ils apprennent la mort d'Eren est le renoncement, et Mikasa manque de se laisser tuer par un titan. Un autre problème avec cette vision du monde, c'est qu'elle met de côté tout ce qui serait à même de la contredire. Toute cette violence et ces inégalités, elles sont dépassables. Il est possible de ne pas voir le monde sous le prisme du conflit, mais sous celui de l'entraide. Ça ne veut pas dire qu'il faudrait renoncer à la violence, car elle s'avère parfois nécessaire, mais il faut lui retirer la centralité que la série lui donne. Il y a une vraie force à trouver dans cette vision du monde. Ça peut sembler bête dit comme ça, mais placer l'entraide avant le conflit change beaucoup de choses. Une fois qu'on a admis ça, il n'y a plus vraiment de honte à être vulnérable et à accepter l'aide qu'on nous offre, car au fond, on l'est toutes et tous au moins une fois dans notre vie. D'une certaine façon, nos vulnérabilités individuelles se dissolvent dans notre solidarité collective. Mikasa pourrait être une voix pour exprimer cette vision du monde, mais malheureusement, chaque geste qu'elle fait dans ce sens est systématiquement contredit d'une manière ou d'une autre. Lorsqu'elle admet que le monde ne se résume pas à la cruauté ou qu'elle privilégie l'entraide sur le conflit, ce n'est jamais que pour répondre à l'obsession qu'elle nourrit pour Eren, des gestes qui sont d'ailleurs systématiquement violents ou rejetés par ce dernier. Le personnage de Krista, un autre soldat du bataillon, aurait également pu porter cette vision du monde. Elle vient à plusieurs reprises à l'aide d'autres membres de la brigade dans des situations parfois périlleuses.
Le problème, c'est que son attitude sera vivement critiquée par la suite, comme étant autodestructrice et inauthentique, chose qu'elle finira par admettre dans la saison 2. Mais quelque chose d'intéressant qu'on observe dans l'attaque des Titans est que, malgré cette vision du monde pessimiste et malgré les hésitations, il reste toujours quelque chose qui motive les personnages à aller de l'avant. Ce n'est jamais une motivation pure et parfaite. Rappelez-vous que dans ce monde, l'humain est corrompu, mais il y a bien un idéal à défendre partagé par la plupart des personnages. Il s'agit de l'humanité. Et peut-être que ça serait ça l'élément que nous recherchons, une force collective dans laquelle se rangent forts et faibles pour mettre un terme à la violence qui déchire le monde. Mais pour mieux comprendre ce qu'il en est, il nous faut revenir à la bataille. La bataille se poursuit au sein du district de Trost, et alors que tout semblait perdu, les soldats de la 104e brigade réussissent à contenir les titans et à évacuer les civils. Les pertes sont lourdes, mais la mission est accomplie. Seulement, si ce qui s'annonçait comme un désastre total a pu se transformer en retraite contrôlée, c'est grâce à l'intervention d'un titan qui s'est mis à attaquer les autres titans. Grâce à lui, les soldats parviennent à repousser l'ennemi, et alors qu'ils s'apprêtaient à se replier, cet étrange titan s'effondre au sol d'épuisement et il en sort un corps, celui d'Eren. Eren aurait donc survécu et réussi à prendre le contrôle d'un titan. L'histoire se poursuit au réveil d'Eren, qui découvre pointer vers lui une centaine de fusils et des canons, prêts à tirer. Sans surprise, le fait qu'il se soit transformé en titan inquiète, et une question préoccupe l'ensemble de la garnison. Qu'es-tu vraiment? Un humain? Un titan? Cette inquiétude, elle ne sort pas de nulle part, car s'il y a bien une distinction qui est rendue claire dès le premier épisode de l'attaque des titans, c'est celle qui existe entre humains et titans. Et je veux dire, ça a du sens. Nos personnages vivent dans un monde dans lequel existent ces créatures, les titans, qui ne vivent que pour massacrer les humains. On apprend même que le fait de manger les humains ne répond pas pour eux à une nécessité biologique mais à un jeu, puisqu'ils n'ont pas de système digestif. Les titans sont l'incarnation de la machine à tuer, et face à laquelle il n'y a que deux choix, tuer l'ennemi ou mourir pour ses amis. Le fait qu'Eren ne rentre pas facilement dans une des deux catégories, ami ou ennemi, a ainsi quelque chose de très perturbant pour les soldats de la garnison. Ce n'est qu'en expliquant lors d'un procès que son pouvoir de transformation est purement instrumental et ne le définit pas en tant que personne qu'il est finalement épargné. Ce qui nous ramène à ce qu'on appelle ici ami, c'est-à-dire l'humanité. Et pour celles et ceux qui ne s'en sont pas rendus compte, l'humanité telle qu'elle apparaît dans l'attaque des titans n'est pas n'importe quelle humanité. Il s'agit d'une humanité conçue comme le serait une nation. Faisons un petit aparté. Une nation, c'est, pour reprendre les termes de l'historien Benedict Anderson, une communauté imaginée. Elle est imaginée dans le sens où elle regroupe un ensemble d'individus dont la plupart ne seront jamais amenés à se croiser, ce qui ne les empêche pas de partager un sentiment d'appartenance à cette communauté. La nation n'a rien de naturel, mais ce n'empêche pas ceux qui s'y reconnaissent d'y trouver quelque chose de constitutif des individus qu'elle regroupe. En d'autres termes, malgré les différences pouvant exister entre les individus qui appartiennent à une nation, on se la représente comme ce qui les rassemble en dernier ressort. Historiquement, à l'idée de nation comme communauté volontaire de citoyens, s'est opposée la nation fondée sur une culture, une histoire ou une race, dans ses conceptions les plus racistes. Pour revenir à l'humanité telle qu'on nous la présente dans l'attaque des titans, elle est régulièrement invoquée comme une communauté de destin ayant ses intérêts propres, devant lesquels doivent s'incliner les intérêts particuliers. Elle peut sembler naturelle au premier abord, mais comme pour la nation, elle existe uniquement parce que certains s'y reconnaissent. Il ne suffit pas d'avoir une espèce humaine pour qu'émerge spontanément cette manière particulière de se représenter l'humanité. Par contre, il est vrai que face à la menace posée par les titans, on pourrait se représenter l'humanité comme une communauté de destin par le simple produit des faits. Si les humains ne font pas front commun, ils seront anéantis. Il s'agit d'une différence fondamentale qui existe entre le monde de l'attaque des titans et notre monde à nous, qui est que dans la réalité, les problèmes majeurs qui touchent l'humanité n'affectent pas tout le monde de la même manière. La crise du Covid-19 nous en a donné de nombreux exemples, dont voici un petit florilège. Les intérêts qui caractérisent les différentes classes sociales, comme le prolétariat et la bourgeoisie, divergent fondamentalement, et on voit mal comment cela pourrait se résoudre dans le consensus. Il ne faudrait pas s'imaginer que prioriser l'humanité va forcément de soi, ni même que ça renvoie à quelque chose de concret. La nation nous donne l'illusion qu'on partagerait le même destin, alors que c'est tout simplement faux. Ça ne veut pas dire qu'il est impossible de rassembler, mais pour y parvenir, il ne suffit pas de mettre les clivages sous le tapis. A l'inverse,
L'attaque des Titans nous laisse croire que les intérêts de l'humanité se basent sur quelque chose de concret, notamment grâce à son histoire. Pour ne donner qu'un exemple, au moment de l'évacuation de Trost, Mikasa force un bourgeois qui bloquait la sortie de la ville à faire reculer son chariot pour la débloquer. Mais le problème, c'est que cette résolution masque les divergences d'intérêts pouvant exister entre bourgeois et prolétaires. L'intervention de Mikasa donne l'impression qu'il suffirait d'un peu de bonne volonté pour que tout rentre dans l'ordre et que les intérêts de chacun soient préservés. Cela permet au personnage d'aspirer à ce que l'humanité se pense davantage comme une nation sans avoir à se soucier de ses contradictions internes, qui ne passent finalement que pour de la mauvaise volonté. Quand on prend ces contradictions au sérieux, une alternative serait de défendre les intérêts des petits face au pouvoir des grands. C'est en ce sens qu'on peut dire que les personnages de l'Attaque des Titans sont nationalistes, c'est-à-dire qu'ils placent la nation au centre de leurs aspirations. On peut même parler d'ultranationalisme, car l'humanité est considérée comme l'identité ayant le plus d'importance pour la plupart des personnages, et à laquelle ils doivent se dévouer corps et âme. Et si parfois des intérêts particuliers sont amenés à interférer avec les intérêts de l'humanité, la plupart d'entre eux admettent que ce sont ces derniers qui devraient primer. Encore une fois, c'est la manière qu'a le récit de nous rappeler que la nature humaine est imparfaite. La série ne nous donne ainsi à voir que deux voies, servir la nation ou servir ses intérêts propres. C'est pour cette raison que le thème de l'ennemi intérieur, qui sera développé par la suite, a quelque chose de très perturbant, car il ne rentre dans aucune de ces deux cases, ce qui sera finalement résolu par la série. Mais tout ça ne répond pas à la question qu'on s'est posée dans la dernière partie. Est-ce que justement l'humanité ne serait pas un moyen pour les personnages de dépasser la cruauté du monde ? Il ne s'agit à mon avis pas tant de la dépasser que de composer avec. Lorsque les soldats du bataillon viennent en aide à des civils, ce n'est pas un acte de solidarité, mais un acte de hiérarchie. Ils n'ont pas le droit d'être vulnérables, et faire preuve de lâcheté serait s'exposer à l'infamie. Il s'agit donc pour eux de réaffirmer leur statut en combattant les dangers qui menacent l'humanité. Par contre, quand ces violences participent de l'ordre social lui-même, comme celles infligées par le pouvoir royal, d'un coup il n'y a plus personne. La plupart des personnages n'ont pas l'air trop dérangés par les inégalités et les conflits, et lorsqu'ils s'en plaignent, c'est davantage pour se lamenter sur l'état du monde que pour changer les choses. Tout au long de la série, l'objectif explicite des figures d'autorité ne sera pas de s'attaquer à la cruauté du monde, mais le maintien de l'ordre. Si Eren n'est finalement pas exécuté lorsque l'armée apprend qu'il a pris la forme d'un titan, ce n'est pas pour répondre à un souci de justice, mais parce que plusieurs officiers ont décidé qu'il pouvait être un outil au service de l'humanité. Leur cadre de pensée a été le même que celui de ceux qui voulaient le voir exécuté, mais pourtant on nous montre bien que ces derniers étaient dans l'erreur. Cela nous ramène à un élément central de l'attaque des Titans, la figure du chef. Et à mesure qu'on progresse dans l'histoire, la série nous dit quelque chose d'important sur ce qui fait les qualités d'un chef. Si, comme on l'a vu plus tôt, l'un des premiers contacts d'Eren avec la hiérarchie militaire se fait au cours de l'entraînement, c'est l'expérience des combats qui permet à l'attaque des Titans de dresser le portrait de ce qui fait un bon chef. Mais quoi de mieux qu'un mauvais chef pour comprendre ce qui fait un bon chef ? Lorsqu'Eren se réveille après sa première transformation en titan, il est confronté par un officier de la garnison, le capitaine Kitz Verman. Tout est fait pour nous montrer que Verman est un mauvais chef. Il passe son temps à beugler pour compenser son manque de charisme, et sa lâcheté prend très régulièrement le pas dans sa prise de décision. En tant que chef, la série le caractérise comme étant un homme qui s'en tient aux ordres et à la procédure. Alors que Verman était sur le point d'ordonner l'exécution d'Eren, il est interrompu dans son geste par le commandant Pixis, officier supérieur de la garnison, qui symbolise quant à lui ce que serait un bon chef. Bien que représenté comme un excentrique, la série prête à Pixis une aura parmi ses hommes et une capacité d'analyse hors du commun, ce qui rompt complètement avec Verman. Et à l'inverse de ce dernier, Pixis est un homme qui sait faire preuve d'audace. Il fait le pari qu'Eren pourrait devenir un outil au service de l'humanité et choisit de suivre le plan d'Armin en vue de reconquérir le district de Trost. Il a conscience du risque qu'il prend en suivant ce plan incertain, car cela suppose qu'Eren arrive à maîtriser sa transformation en titan, mais il tente quand même le coup. L'opération est lancée, et alors qu'il se trouve dans le feu du combat, il apprend par un signal l'échec d'Eren. À ce moment-là, Pixis aurait dû ordonner le retrait des troupes, mais finalement, il persiste dans sa stratégie et décide de donner plus de temps à l'escouade d'Eren. Ce choix n'est pas anodin, étant donné que chaque minute qui passe provoque la mort de soldats de la garnison chargés de faire diversion. Au final, l'histoire lui donnera raison, car après ce premier échec, Eren parvient au bout de sa mission et rebouche la brèche causée par le titan colossal. Il en ressort ainsi une chose:
Aucune loi ou procédure ne semble pouvoir arrêter un bon chef lorsqu'il a un plan, quand bien même il ferait le constat que son plan est en train d'échouer. Plus que de l'audace, c'est un droit d'enfreindre les règles qui caractérise cette figure du bon chef incarné par Pixis, et qui caractérise un autre personnage important dans la suite de l'histoire, le Major Erwin. Mais ce n'est pas tout. Une idée qui émerge à partir de ce passage de la série, et qui persistera jusqu'au bout, est qu'un chef doit être capable de faire des sacrifices pour mener sa mission à bien, quitte à en perdre son humanité. Il faut savoir faire des sacrifices importants pour arriver à changer les choses. Ça, je le tiens de grands hommes, qui ont su tout risquer jusqu'à leur propre vie. Certains sont même prêts à sacrifier leur humanité quand il s'agit d'affronter un monstre. Cette phrase est lourde de sens, puisqu'elle donne la possibilité, si ce n'est le devoir au chef, d'ordonner les plus grands massacres pour peu que cela serve le bien commun. Le chef dispose d'un pouvoir de vie et de mort sur ses soldats, sans qu'ils aient à savoir quand ils vont mourir et pourquoi ils vont mourir, mais aussi sur les civils, comme le montrera une autre bataille. Le plus important pour les soldats est de savoir que leur mort contribuera à la riposte de l'humanité contre les titans, même si cela doit se faire dans l'horreur. Tout est fait dans l'attaque des titans pour qu'on comprenne qu'il est normal d'accorder une foi sans borne au bon chef. Et s'il arrive aux personnages principaux de désobéir aux ordres, ils sont systématiquement punis pour insubordination. De leur côté, les bons chefs n'ont jamais vraiment à répondre de leurs actes. Dans les seules occasions où cela pourrait se produire, le processus est ou bien interrompu, ou bien désigné comme injuste. Il est parfaitement accepté que les chefs doivent parfois devenir les pires monstres pour mener leurs hommes à la victoire, car c'est tout ce qui compte. On a beau nous répéter tout au long de l'histoire que la mort au combat est souvent cruelle et vide de sens, ça ne reste pas moins la seule manière pour l'humanité d'avancer. On ne nous présente aucune alternative, et tout semble se jouer sur le champ de bataille. Pire encore, le destin de l'humanité est mis en jeu à chaque bataille, de telle sorte qu'il est impossible de reculer, sans quoi on devient le pire des lâches. Mourir au combat, c'est rejoindre les milliers de soldats avant nous qui ont donné leur vie pour le bien commun. Et même quand la mort est vide de sens, elle n'en représente pas moins une contribution comme une autre. Le sacrifice apparaît comme une étape nécessaire à la victoire, ce qui participe à glorifier la mort. Concernant la représentation des combats, il y aurait beaucoup de choses à dire. On pourrait de nouveau comparer l'attaque des Titans à Full Metal Jacket, dont on a parlé plus tôt. Plus que les discours, l'image a un rôle décisif dans la manière qu'on a de vivre les affrontements. Le sujet peut être le même, mais le traitement radicalement différent. Dans l'attaque des Titans, les combats sont souvent représentés de manière très esthétique, et malgré l'horreur qu'on peut ressentir à certains moments clés, les affrontements n'en restent pas moins palpitants. En même temps qu'on nous montre ce que la guerre a de plus hideux, elle est cadrée comme un duel épique entre des forces de la nature. Du côté de Full Metal Jacket, les personnages ne savent jamais vraiment ce qu'ils accomplissent en se battant. Les combats auxquels on assiste ne sont jamais épiques, et sont systématiquement asymétriques. Ce sont des mines, des snipers, des mitrailleuses. Il n'y a jamais rien d'honorable dans la réalité des combats. Contrairement à ce qu'on pourrait penser, l'attaque des Titans n'est donc pas un plaidoyer contre la guerre. Il s'agit au contraire d'un véritable culte de la mort. Encore une fois, il serait sans doute possible de faire abstraction du sous-texte politique porté par l'histoire et de l'interpréter d'un point de vue plus personnel. On a vu que l'audace occupait une place importante chez les bons chefs, et cela fait écho au thème de l'affirmation de soi face à l'adversité dont on a parlé plus tôt. D'un autre côté, on a vu que dans ces dernières saisons, la série n'hésitait pas à s'affirmer comme politique, que ce soit à travers les thèmes qu'elle aborde ou les références historiques qu'elle mobilise. On a également pu constater qu'il se dégageait une certaine cohérence dans la vision du monde qui nous est proposée par l'attaque des Titans. Sans avoir à avancer plus dans la saison 1 ou à rentrer dans la saison 2, qui tentent à suivre la même voie, on pourrait déjà prendre du recul sur l'histoire et nous demander ce qu'elle nous dit. Si on avait à qualifier cette vision du monde, quelle serait-elle ? Pour le comprendre, il nous faut revenir à l'un des penseurs du Troisième Reich, j'ai nommé Carl Schmitt. Carl Schmitt est un philosophe allemand né en 1888 et mort en 1985, dont la période d'activité se situe principalement entre 1920 et 1950. Il est souvent considéré comme l'un des plus grands critiques de la démocratie libérale, mais aussi comme l'un des principaux auteurs du régime nazi. Dans son livre La notion du politique, paru en 1927, il exposera ses thèses sur ce qui constituerait selon lui la nature fondamentale du politique, ainsi que sa place dans le monde moderne. La vision du monde développée par les 2 premières saisons de l'attaque des Titans n'est pas sans rappeler la vision du monde développée par Schmitt dans cet ouvrage. Mais avant de vous expliquer pourquoi, il y a plusieurs choses qu'il faut que je mette à plat.
Carl Schmitt a été un grand supporter du régime nazi, autant dire que ce n'est pas vraiment quelqu'un de bien. Mais malgré ça, affirmer que la vision du monde développée par l'Attaque des Titans partage de nombreuses caractéristiques avec sa vision du monde à lui, ne veut pas dire qu'il faut être nazi pour aimer la série, ni même que visionner la série rend automatiquement nazi. Il n'est pas non plus question d'accuser l'auteur de l'Attaque des Titans, Isayama, d'être un nazi, même s'il serait possible de discuter de ses inspirations et motivations, ce que je ne ferai pas dans cette vidéo. D'ailleurs, comme cela a été relevé par de nombreux commentateurs, les saisons 3 et 4 prennent pas mal le contre-pied des saisons 1 et 2, et on reviendra là-dessus dans une prochaine vidéo. En fait, pour ne rien vous cacher, j'aime beaucoup l'Attaque des Titans. C'est sans doute l'une de mes séries préférées, et si j'ai eu envie d'explorer la vision du monde qu'elle porte, ce n'est pas pour la descendre, mais pour mieux la comprendre. Évidemment, mon interprétation n'a pas vocation à être la seule possible, d'autant que je ne suis pas à l'abri des erreurs. Et comme je l'ai rappelé à plusieurs reprises, il est possible de comprendre de nombreux discours portés par la série d'un point de vue plus personnel que politique. Seulement, ça veut pas dire qu'on peut juste prendre ce qu'on veut et passer à autre chose. La limite entre ce qui tient du personnel et du politique est très fine. S'il est vrai que regarder les 2 premières saisons de l'Attaque des Titans ne vous rendra pas nazi, ça ne veut pas dire que ça n'aura pas un impact sur vous, de la même manière que la publicité a une influence sur nous qu'on le veuille ou non. Se rassurer en se disant que de toute façon on s'est arrêté à une lecture personnelle de la série est à mon avis le meilleur moyen de se faire influencer par des messages politiques sans qu'on s'en soit rendu compte. Le mieux reste donc de comprendre ce que l'histoire nous dit sur le monde. On retrouve dans l'Attaque des Titans ce que Schmitt identifie comme étant les 3 piliers du politique. Le caractère indépassable du conflit, la distinction entre amis et ennemis, ainsi que l'importance du souverain. Selon Schmitt, le conflit est inévitable. Nous vivons dans un monde violent où les forts dominent les faibles, et là où d'autres penseurs comme Thomas Hobbes considèrent que le rôle des structures sociales est de maintenir la paix, Schmitt pense qu'on ne peut jamais vraiment éviter le conflit. Le rôle du souverain ne se trouve pas dans le fait d'empêcher les conflits, mais dans le fait de les canaliser à travers la communauté politique, ce qui passe selon Schmitt par une démarcation nette entre amis et ennemis. En effet, un élément central du politique du point de vue de Schmitt est la distinction entre amis et ennemis. Sans ennemis, la communauté politique risque au mieux de tomber dans l'apathie et de s'affaiblir, au pire de tomber dans un état de guerre de tous contre tous. De manière à éviter cela, le souverain a pour mission d'unifier la communauté politique face à un ennemi commun, et d'éliminer celles et ceux qui s'opposent à cette distinction. Schmitt prétend qu'il ne glorifie pas le conflit et qu'il ne promeut qu'une forme d'autodéfense. Mais c'est vraiment difficile de le croire, car il découle directement de sa conception du politique, l'élimination active de toute menace extérieure qui pourrait mettre en danger l'existence de la communauté, et de ceux que la majorité perçoit comme étant un ennemi intérieur. Une autre spécificité dans la pensée de Schmitt se trouve dans le rôle du souverain. Il s'agit de l'individu ou du groupe ayant le pouvoir de déclarer l'état d'urgence, ce qui lui permet de ne pas tenir compte de la loi et d'ordonner les plus grands sacrifices, pour peu que cela assure la stabilité à long terme de la communauté. Le souverain doit, selon Schmitt, représenter la voix du peuple, et lorsque des scissions se créent au sein du peuple, il a pour mission de faire valoir un point de vue sur les autres, quitte à en passer par la force. Énoncée de cette manière, la pensée de Schmitt fait énormément écho à la vision du monde développée dans l'Attaque des Titans. Quand Eren et ses compagnons décident de rejoindre ensemble le bataillon d'exploration pour combattre les Titans, ils forment une communauté politique qui porte les principes de Carl Schmitt. Le conflit constitue la norme de leur monde, mais il y en a un qui se distingue de tous les autres, c'est celui qui oppose l'humanité aux Titans. Cette communauté est représentée comme un idéal au milieu de ce monde déchiré par le chaos, prête à faire face à la menace intérieure représentée par les traîtres, et à la menace extérieure représentée par les Titans. Leur engagement se fonde sur le refus de la lâcheté, qui est perçu comme la seule vraie forme de liberté, et dont le summum se trouve dans le sacrifice au combat. Les officiers du bataillon incarnent quant à eux cette figure du souverain si chère à Schmitt, et doivent remplir leur mission coûte que coûte. Il faut bien admettre que si cette communauté politique et ce qu'elle représente peut sembler désirable, c'est parce qu'elle nous est proposée dans un monde qui n'offre aucune alternative. Le premier épisode de la première saison nous l'explique d'entrée de jeu. Aucune paix n'est possible. Il ne s'agit donc pas tant de dire que les personnages font le choix d'être des petits nazis en puissance, mais qu'ils évoluent dans un monde où ils y sont contraints. Avec l'aide de l'histoire, on va pas se le cacher. Le fait que la série donne autant de poids aux bataillons d'exploration n'est vraiment pas anodin, d'autant plus qu'ils sont souvent représentés comme les plus à même de gérer les situations de crise de manière rationnelle. En comparaison, le gouvernement et les autres corps d'armée sont souvent représentés comme corrompus et incompétents. Il est d'ailleurs important de souligner que le projet qui se trouve au centre de l'Attaque des Titans est de redonner sa gloire à l'humanité.
Les personnages principaux, et surtout Eren, ont pour motivation première le sentiment d'humiliation infligé par les titans il y a 100 ans. Ce sentiment, c'est ce que l'historien Roger Griffin considère comme ce qui fait le cœur de l'idéologie fasciste, et qu'il nomme ultranationalisme palingénésique, le projet de renaissance d'une nation rabaissée. Quand je parle de fascisme ici, c'est pour parler d'un courant d'idées qui dépasse l'Italie des années 30 et qui englobe différents groupes et mouvements, passés et présents, comme le nazisme. J'ai déjà eu l'occasion d'en parler sur la chaîne, vous trouverez le lien en description. Alors encore une fois, il ne s'agit pas d'accuser les personnages d'être des ordures, ni même de dire que vous êtes fasciste parce que vous suivez la série en aspirant à ce que l'humanité puisse se libérer du joug des titans. Ce n'est vraiment pas mon point. Par contre, l'univers tel qu'il a été construit par Isayama laisse très peu d'alternatives. Les personnages sont victimes d'un univers violent et sans issue, où seul le fascisme apparaît comme une solution viable. Si un mouvement fasciste devait se représenter sous son meilleur jour, ce serait sans doute de cette manière. Il vous dirait que même au terme de 100 ans de paix, l'ennemi peut surgir et vous tuer à chaque instant. Il vous dirait que la résistance s'organise malgré l'incapacité du gouvernement à prendre en compte cette menace. Il vous dirait que si vous ne réagissez pas, vous risquez l'extermination, etc., etc. Seulement, selon certains, les titans représenteraient davantage une force de la nature qu'un ennemi à part entière. Les titans seraient dénués de toute forme de volonté propre, et seraient ainsi un moyen pour l'histoire de représenter le combat de l'homme contre la nature. Mais cette interprétation ne rentre pas en contradiction avec notre analyse. Il serait possible de comparer la figure du titan avec celle du kaiju, force de la nature face à laquelle l'humain est impuissant et qui sert à personnifier des préoccupations sociales, comme la bombe atomique ou le changement climatique. On peut remarquer que les titans sont représentés comme des humains aux traits difformes et incapables d'intelligence, par opposition aux personnages principaux qui sont athlétiques et réfléchis. Comme on nous l'explique très tôt dans la série, les titans prennent du plaisir à massacrer les humains et semblent prêts à envahir le territoire occupé par les humains à la moindre occasion. Le vocabulaire employé pour parler des titans est le même que celui qu'on emploierait pour parler d'une invasion étrangère. Il est donc plutôt cohérent de voir dans la figure du titan une peur de l'étranger. Il serait d'ailleurs possible de faire un parallèle entre l'Attaque des Titans et Dawn of the Dead, film de zombies réalisé par Zack Snyder, qui a totalement changé la manière qu'on a de se représenter les zombies. Par le passé, ces créatures ont pu être employées comme un moyen de discuter de problématiques sociales, comme la violence et l'aliénation. Plus que les zombies, ce sont les humains profitant de la situation pour se laisser aller à leur pulsion de violence, qui étaient les vrais antagonistes. Les zombies étaient alors davantage des victimes que des monstres. Mais depuis la sortie du film de Zack Snyder en 2004, les zombies ont été réinvestis par un imaginaire réactionnaire qui exalte la violence et les inégalités. Pour revenir à l'attaque des titans, on me dira sans doute que la différence entre titans et humains s'amenuise au fur et à mesure que la série avance, et qu'il est donc difficile d'établir une telle distinction. Alors déjà, je rappelle que pour les besoins de cette vidéo, je me suis concentré sur les saisons 1 et 2, et je prendrai la peine de discuter les développements des saisons 3 et 4 dans une prochaine vidéo. Ensuite, dire que l'effacement de la différence entre titans et humains rentrerait en contradiction avec la théorie de Schmitt, c'est à mon avis ne pas l'avoir compris. Ce dernier explique qu'on peut considérer un individu appartenant au camp ennemi comme quelqu'un de parfaitement correct, et de pas si différent de nous, mais qu'à la fin des fins, cette distinction fait qu'on pourra le laisser mourir sans état d'âme. C'est ce qu'explique Armin à la fin de la saison 1. Personne ne plaît à tout le monde. Soit on est dans le même camp, soit on est ennemis. C'est comme ça. C'est pour ça qu'il faut absolument que tu choisisses de m'aider. Si toi et moi, on n'est plus dans le même camp, alors pour moi, tu seras devenu quelqu'un de mauvais. Il y aurait bien une alternative à la vision du monde portée par les personnages principaux, qui est celle incarnée par le personnage d'Arthur Bros. Ce dernier explique à sa fille au début de la saison 2 la nécessité d'être solidaire vis-à-vis des réfugiés. En plus d'insister sur le fait que c'est parce qu'on est toutes et tous vulnérables à un moment donné qu'on doit s'entraider, Arthur Bros se montre très méfiant vis-à-vis du culte de la tradition. En bref, son discours détonne complètement par rapport au reste de l'histoire, et pourrait constituer une alternative à part entière. Il faut d'ailleurs lui reconnaître un certain mérite, car son discours s'accompagne de sacrifices concrets de sa part. Seulement, cette alternative étant portée par un personnage secondaire au cours d'un flashback, elle perd énormément en crédibilité. Sacha, la fille d'Arthur, en tire pour principale leçon qu'elle doit cesser d'être lâche, ce qui réduit cette alternative à une énième itération du message de l'attaque des titans. Bats-toi pour l'humanité, quitte à y laisser la vie. On ne peut que regretter que cette vision du monde ne soit pas au centre d'un effort collectif, mais portée par un homme seul, et malheureusement la saison 4 finira par lui donner tort.
Ce qui nous ramène au message politique porté par les saisons 3 et 4. J'ai fait le choix pour cette vidéo d'exposer la vision du monde portée par les saisons 1 et 2, mais beaucoup affirment que les saisons suivantes participent d'une prise de recul de la série sur elle-même. Une sorte d'autocritique qui revient sur de nombreux thèmes que j'ai évoqués dans cette vidéo. Je vous propose donc pour la prochaine vidéo de revenir sur la critique portée par les saisons 3 et 4. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à la partager et abonnez-vous pour ne pas manquer la prochaine. D'ici là, prenez soin de vous, à plus!